Alors, du coup, je vais vous parler, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ça, du frelon oriental qui a été détecté récemment à Marseille. Heu, donc je vais vous parler donc de cette nouvelle espèce et puis notamment des premières mesures de enfin les premières réactions et mesures qui ont été mises en place. Donc le frelon oriental déjà, le reconnaître, c'est, le frelon qui est à gauche, Vespa orientalis, qui c'est un frelon qui fait la même taille que le frelon d'Europe. Quasiment exactement la même taille, hein. Il y a une différence de taille entre les reines et les ouvrières. Il y avait vraiment que l'asiatique qui était problématique là-dessus. C'est un frelon qui est entièrement roux avec juste un anneau, jaune pâle sur l'abdomen et le devant de la tête qui est jaune pâle. On le différencie, facilement du frelon européen qui, présente des taches noires sur le corps et qui a un abdomen qui est rayé noir et jaune et qui paraît, vraiment jaune, quand on l'observe, en vol et le frelon asiatique qui, est entièrement noir avec un anneau orange, les pattes jaunes et la face orange. Heu, je vais aller un peu vite, hein, son cycle biologique, est de 7 mois. Il est placé entre Crabro, donc le frelon d'Europe et Velutina. Il est un peu plus court donc que Velutina, sans certitude, exactement de comment il se comporte en France. Les frelons, ayant été capturés lors de la première observation, étant des 3 castes, alors que dans la littérature, on voit que la reproduction commencerait, plutôt en octobre-novembre, comme la Velutina. Les colonies, feraient la même taille que, le frelon d'Europe, c'est-à-dire maximum 1000 insectes, au même instant et une production de reines qui, irait entre 250 et 750 par colonie. Ce frelon nidifie, dans des cavités, préférentiellement dans les cavités. Il ne fait pas d'enveloppe ou alors, c'est uniquement pour boucher le trou, de la cavité éviter les courants d'air et donc cavités qui peuvent être à hauteur d'homme, qui peuvent être, dans des arbres, dans des anciens terriers, de mammifères, qui peuvent être, dans du bâtiment et qui peuvent être, donc au niveau du sol ou en hauteur. C'est un frelon qui a une réputation, qui a une réputation de ne pas être agressif. Il a plutôt, voilà, bonne réputation et son venin est pas plus dangereux que les autres hyménoptères. Il y a aucune raison pour celui-là non plus. Il est strictement diurne comme Velutina, c'est-à-dire que c'est pas un frelon qui va rentrer dans les habitations la nuit et il aurait un régime diversifié en insectes et en charognes. Mais après, voilà, la majorité des publications qu'on a sur le sujet, elle est très, très dense et elle concerne uniquement, enfin quasi exclusivement, sa prédation pour, les abeilles domestiques. Il chasserait, comme le frelon asiatique en se mettant en vol stationnaire devant les ruches. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir le même impact de bloquer, de paralysie, en fait, de provoquer la paralysie des abeilles domestiques et après il y a plein d'études sur le venin, sur toutes les composantes du venin. Et les actions que ça a sur l'homme, en sachant que ce frelon a tendance à pique vraiment pas facilement et que son venin est pas plus dangereux qu'un autre frelon. Et son impact, finalement sur la biodiversité et l'apiculture sont assez inconnus. Hem, la détection, pour revenir un peu là-dessus, c'est un frelon, donc qui a été détecté le 22 septembre à Marseille, lors d'une étude d'impact, qui était menée par le bureau d'études des Cotonia, dans une friche industrielle du quartier de Le Cabucel et ils avaient capturé, 50 individus, des 3 castes. Donc il y avait, je crois une seule reine, des ouvrières et des mâles. Donc ce qui était le signe qu'il y avait déjà une colonie qui était en cours de reproduction. Cet, article a été publié le 5 octobre et donc dès la publication de l'article, le jour même, on a lancé, un appel à vigilance, via le site Frelon Asiatique, en lançant une quête sur, notre application InPenEspèce. Donc on a envoyé, l'information à toutes les personnes qui ont l'application InPenEspèce, qui est une application, plutôt orientée biodiversité et inventaire de biodiversité participative. J'ai averti donc DREAL, DDPP, donc les préfectures, Fredon, GDSA, l'ITSAP bien sûr et les ministères environnement et agriculture et bien sûr, j'ai contacté les auteurs, rapidement pour, les inciter à rechercher le nid et à voir, ce qu'il fallait faire, enfin procéder, à la destruction. Au 15 octobre, ils sont revenus vers nous et en fait, ils avaient trouvé aucun nid. Donc on a organisé, une mission à Marseille, dès la semaine suivante. Alors il a fallu bien sûr trouver des financements, on n'a pas de projets, qui sont là pour ça. Heureusement,
Heureusement, le Covid est passé par là et on a des reliquats de crédit plus importants que prévu avec tous les collègues qui sont pas partis sur le terrain. Donc, on a pu utiliser les reliquats de crédit de mon unité, donc Patrinat. On a pu partir avec ma contractuelle Inès Guéral sur le terrain. Et Ecotonia, donc le bureau d'études, nous a fourni la cartographie de leurs observations d'individus et ils nous ont donné les contacts de l'usine qui est propriétaire de la friche industrielle. L'ITSAP nous a généreusement donné des balises radio, puisqu'on pensait équiper des frelons de balises pour pouvoir les suivre. Et on a réussi à se faire prêter les récepteurs et les antennes par 2 autres unités du muséum, parce que forcément l'ITSAP utilisait les siennes. Donc c'était un peu en urgence, mais on a quand même réussi à organiser ça. Au final, les frelons orientaux ont réussi à balayer avec les balises, mais ils n'ont pas été très motivés à rentrer à leur nid. Alors que les colonies étaient en cours de reproduction. On se dit peut-être que finalement les colonies sont déjà désorganisées et que les frelons mènent un peu leur vie. Et ils ont parcouru peut-être 25 mètres, et pas beaucoup plus. Et ils volaient très bien, mais ils se baladaient, ils se nettoyaient, c'était vraiment tranquille. Et finalement, on a suivi les frelons à vue et on a pu découvrir comme ça Denis qui était à plusieurs centaines de mètres du premier site d'observation, qui étaient tous les deux dans des cavités, dans des murs, assez hauts, à plus de 5 mètres de haut. Donc là, on le voit, le nid est vraiment à peine visible. Il y a un tout petit trou en dessous de la pierre, et l'autre était dans un parpaing cassé, d'un bâtiment tout neuf. Et on voit bien l'enveloppe du nid qui est visible de l'extérieur. On voit même un petit frelon là, qui regarde un peu ce qu'on fait. Et donc ces nids étaient présents donc à 5 mètres de haut, donc on pouvait pas... on n'a pas pu, nous, on n'était pas équipés pour les détruire. On a contacté la DDPP, donc la préfecture, qui a débloqué des crédits d'urgence et qui a fait intervenir un désinsectiseur agréé. Et dès le lendemain matin, avant le lever du jour, les deux nids ont été détruits par un désinsectiseur. Bon, je reviens un peu là-dessus. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement où on a la situation, enfin ce qu'il en est, puisque les frelons, donc, comme je vous ai dit, les colonies se sont déjà reproduites. Les 2 colonies ont été détruites, donc on limite quand même le nombre de reines qui sont présentes dans l'environnement, s'il en restait dans les nids, mais ça, on n'a pas de certitude, parce que étant dans des cavités, à moins de détruire les murs, on ne peut pas récupérer les nids. Et, mais bon, on a peut-être déjà limité un peu la casse. Et maintenant, il nous reste 2 choses à voir, c'est essayer d'évaluer où est-ce que l'espèce pourrait s'implanter. Et pour ça, donc, on a besoin d'aide pour la remontée d'observation qui pourrait être faite en France, savoir déjà si le frelon arrive à s'installer dans les environs de Marseille ou s'il est présent dans d'autres présents de France, et essayer de cartographier plus précisément la distribution de cette espèce qui finalement n'est pas si bien connue. Donc sur la carte, c'est une aire qui est présente en orange. Vous voyez que c'est un frelon qui est présent nativement aussi dans le sud de l'Europe. Et quand on fait la cartographie des zones où il est introduit, on s'aperçoit qu'il bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Il a été introduit en Espagne à plusieurs endroits. Il est progressé aussi et introduit probablement dans plusieurs zones d'Italie. Il progresse en Europe du sud de l'Est. Et quand on regarde ça, on a l'impression quand même qu'il y a peut-être une progression qui risque d'être naturelle. Et ce qui veut dire que ça peut être vraiment compliqué, si c'est une progression naturelle, d'éradiquer une espèce, puisqu'on n'est pas juste sur des petites populations, mais peut-être qu'il y a plus de frelons présents en France et dans des zones qui lient les points. Et juste l'environnement n'étant pas forcément particulièrement favorable, l'espèce est peut-être en faible densité. Mais avec le réchauffement climatique, il est probable que du coup ce frelon continue à progresser. Donc c'est des choses qui nous restent à déterminer. Et pour ça, ça passe par l'inventaire des données collection et bibliographiques et par faire des modèles de niche comme on avait fait pour le frelon asiatique. Après, côté réglementation, donc, bon, vous savez, il y a la loi biodiversité, il y a la stratégie nationale sur les espèces interdisantes. Le problème, c'est que ce frelon oriental est nouveau, donc il n'est classé nulle part. Au niveau européen, il ne pourra pas être classé puisqu'il est nativement présent en Europe. Donc, il pourrait être éventuellement classé uniquement côté français. Au niveau du code de l'environnement, ça pourrait permettre au préfet de classer en nuisible et de rendre la lutte obligatoire sur les terrains privés. Donc ça, on l'a vu un petit peu déjà sur le frelon asiatique, mais ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'obligation. Et bon, côté agriculture, il faudrait peut-être aussi envisager quelque chose.
Pour information, il y a une réunion qui est déjà prévue pour essayer d'élaborer déjà un plan de lutte préliminaire déjà, et qui va mettre autour de la table donc la DDPP des Bouches-du-Rhône, Patrinat, donc mon unité, le GDSA et les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture pour essayer de discuter donc, du plan de surveillance déjà. Et on va probablement recommander un piégeage printanier avec des pièges, hélas, qui ne seront pas sélectifs. Le but, là, c'est de capturer du monde et en nombre dans une zone qui est un peu limitée. Et si jamais on se rend compte que le frelon est présent sur une aire plus large, mais qu'elle est encore limitée, former des agents à la télédétection, donc radiotélémétrie, avec les radios et les balises, et afin de mettre des moyens pour la recherche et destruction des nids, à savoir, on ne sait pas qui mettra les moyens encore aujourd'hui. Et donc bien sûr, pour tout ça, donc je le rappelle encore une fois, on a vraiment besoin aujourd'hui de savoir où est présent ce frelon, et surtout, même si les données arrivent tard, hein, maintenant c'est pas trop grave, mais il faut que ça arrive très rapidement au printemps prochain. Aujourd'hui est en place, donc on détourne en fait les sites, ce qui est fait pour le frelon asiatique, c'est-à-dire le site frelon asiatique de l'INPN, frelonasiatique.mnhn.fr. Il est possible de faire remonter vos observations de frelon oriental via ce biais, en mettant obligatoirement une photo, et on a notre application INPN Espèces, où on a une quête frelon asiatique, où vous pouvez mettre en commentaire que c'est un frelon oriental, et normalement à partir de décembre, le frelon oriental sera rajouté dans l'application, et vous pourrez les signaler directement. Donc ça, de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose d'important pour savoir où on en est et pouvoir mettre en place des mesures de lutte rapides. Et voilà, donc du coup, je vous remercie. Et on m'avait posé la question tout à l'heure, c'était Christian Bovin qui m'a posé la question. Des frelons, on en a collecté, notamment certains en alcool, dans l'idée on va contacter maintenant des collègues qui travaillent sur la génétique pour essayer de voir aussi d'où provient ce frelon, et est-ce qu'il vient d'Europe du Sud, ou est-ce qu'il vient d'Afrique, ou même plus loin d'Inde. Et toujours pareil, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'éviter de nouvelles introductions, et même si souvent on sait que c'est via le commerce de fruits et légumes ou le commerce hortical que tout vient, donc tant qu'on ne limite pas ça, on aura toujours des problèmes d'espèces qui arrivent. Donc merci, maintenant si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup Quentin pour ce point d'actualité très intéressant. Comment l'impact sur l'apiculture de Vespa orientalis peut-il être inconnu alors qu'il est présent dans une bonne partie de l'Europe méridionale? Et hélas, on a des données, on sait que le frelon oriental attaque l'abeille domestique, on sait que par endroits ça a l'air d'être important, il y a des vidéos, on voit des photos, mais après il n'y a je n'ai trouvé aucune évaluation de l'impact sur la survie d'une ruche. Donc il y en a peut-être, mais le problème c'est qu'il y a énormément de bibliographie, il y a beaucoup de publications scientifiques qui sont de niveau très variable, qui concernent essentiellement des méthodes de lutte, de réduction d'impact sans vraiment évaluer quelque chose. C'est plutôt des pièges qui sont décrits, il y a vraiment plein de choses comme ça. Et après, c'est tout ce qui est venin. Il y a plein de publications sur les composants du venin. Le venin de frelon oriental est particulièrement bien connu. Et, on sait ce que peut faire chaque molécule. Pourtant, bon, voilà, on sait qu'il n'y a pas d'impact pour l'homme. Donc je me dis que ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un impact non plus sur l'apiculture. Hélas, voilà, aujourd'hui, on en est là. Il faudrait effectivement faire des études plus poussées, et bon, il faut qu'on contacte aussi les collègues qui sont confrontés à cette espèce, et savoir s'il y a eu des évaluations. Ils ont peut-être plus de connaissances là-dessus. On a déjà été en contact avec certains quand le frelon asiatique est arrivé. Donc après voilà, c'est un peu la course en ce moment, hein, entre l'arrivée de ce frelon, les missions qu'on a dû faire en urgence et puis le colloque organisé, mais c'est prévu de contacter un peu les scientifiques qui travaillent sur le sujet en Europe pour voir ce qu'il en est réellement. Après voilà, ils chassent de la même façon, donc il y a quand même un risque de toute façon qu'il ait un impact important en entraînant des paralysies de ruche. Ok. Une autre question à laquelle tu as en partie répondu dans ta présentation, mais je la renouvelle du coup pour que ça soit clair pour tout le monde. Est-ce une introduction ou une évolution naturelle de son aire de répartition? Et justement, c'est ça, on ne sait pas. Ça actuellement, on le saura que si, qu'une fois qu'on aura fait donc, les modèles de niche climatique, c'est-à-dire savoir dans quel
quels sont les milieux en fait favorables au développement de ce frelon, enfin milieux climatiques et environnementaux, et dans les zones donc en fait où le frelon est présent, ce qui nous permet après de projeter ces modèles sur la France et sur l'Europe, et de voir quelles sont les zones favorables au développement du frelon. Et c'est en faisant ça qu'on pourra voir si les zones entre les endroits où il a été introduit, où on a l'impression qu'il est introduit, et les zones où il est déjà présent sont favorables, même un petit peu. Ça peut nous indiquer qu'en fait le frelon est passé, mais est passé inaperçu. Et typiquement, c'est ce qui est arrivé avec le loup. Le loup, il était présent dans les Alpes italiennes, il est arrivé dans les Pyrénées et personne ne l'a vu avant qu'il soit dans les Pyrénées. Donc pourtant, un loup, c'est un gros animal. Une question plutôt de biologie. Est-ce qu'il peut y avoir de l'hybridation, un mélange génétique entre les différents frelons présents sur le territoire national? Alors non, tous les frelons, heureusement qu'on a chez nous, sont des espèces qui sont bien éloignées les unes des autres génétiquement. C'est des espèces qui se côtoient un petit peu en Asie, et il n'y a pas de cas d'hybridation, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par rapport à la structure de ces nids, tu citais des constructions de nids dans les cavités et des nids sans enveloppe. Est-ce que c'est juste des observations pour, pour les frelons, les nids que tu as vus en France, ou c'est sur tout son aire de Alors, répartition? c'est ce qu'on a comme données, et c'est dans le peu de données bibliographiques qu'on a sur l'espèce, c'est ce qu'on a comme information, c'est que c'est un frelon qui nidifie très préférentiellement dans des cavités et qui ne produit pas d'enveloppe, uniquement pour pour réduire l'entrée des cavités. Une autre question intéressante liée à la structure de ces nids. Du coup, si il nidifie dans des cavités, est-ce que ça va rendre plus difficile de le détecter et de détruire les nids? Finalement, nous, on les a trouvés plutôt facilement. On a trouvé les nids en 24 heures. On a trouvé 2 nids. Alors après, ils étaient à proximité des sites de détection. L'avantage, c'est que les cavités, ça sera plus fréquemment à hauteur d'homme, à la différence du frelon asiatique qui nidifie dans le feuillage. Donc on peut espérer qu'on trouvera les nids plus facilement en faisant des suivis, et qui seront aussi détectés plus facilement s'ils sont dans le bâti. Après, voilà, là, ils étaient dans des murs d'habitation. C'est vrai qu'ils partaient directement dans la friche, donc c'est assez logique qu'ils soient passés inaperçus. Surtout qu'ils étaient assez hauts, mais en sensibilisant la population, peut-être qu'on peut réussir à ce que les gens les observent plus facilement. Ah, une question oui, qui revient souvent, ne serait-ce déjà rien que pour Vespa velutina et crabreau. Est-ce que les 3 frelons vont faire compétition, et est-ce que ça va réguler naturellement les populations? Alors les 3 frelons, alors déjà le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes niches écologiques. Le frelon d'Europe, il est plus présent il préfère en fait, les milieux naturels, il est plutôt présent dans les forêts, les vieilles forêts, c'est ses milieux vraiment de prédilection. Vieilles forêts où il trouvera beaucoup de cavités. Il est aussi présent dans les zones urbaines, enfin périurbaines, il peut s'installer dans le bâti, mais il est vraiment plus présent dans les zones naturelles. L'asiatique, il va être présent dans les zones plutôt urbaines, plutôt dégradées, mais il va s'installer essentiellement en extérieur, donc il n'y aura pas trop de compétition avec le frelon d'Europe qui s'installe aussi dans des cavités. Et par contre, le frelon oriental, c'est pareil, dans la littérature, ce serait un frelon qui serait beaucoup plus urbain. C'est un frelon qui serait très présent dans les zones urbaines et dans les paysages ouverts, donc normalement, les frelons devraient se répartir comme ça dans l'environnement et pas trop interagir entre eux, même si quand on était à Marseille, on les voyait tous les 3 sur les fleurs. Hein. Ils étaient tous les 3 sur les fleurs en même temps, il n'y avait pas de problème de conflit. De toute façon, ils sont sur les fleurs, ils cherchent du nectar, il n'y a pas de bagarre, mais les 3 sont présents, mais ils n'édifient pas exactement dans les mêmes zones, donc la compétition, éventuellement, c'est sur les ressources, sur les ressources alimentaires. Ok, c'était la question que j'allais te poser. Le frelon oriental peut-il être vecteur de maladies pour l'abeille? Alors, normalement, je ne pense pas. Alors ça, je ne suis pas non plus spécialiste de ce sujet. On est toujours un peu surpris des fois. Il y a des virus qui ont été détectés, des virus par exemple d'abeilles, qui ont été détectés chez des fourmis invasives, qui étaient très consanguines. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a effectivement des virus et des pathogènes, en tout cas, qui peuvent être transmis d'autres très, très éloignés génétiquement. Donc, on va pas dire que... Je ne vais pas dire que c'est impossible, c'est quand même assez peu probable, mais on ne va pas dire que c'est impossible. Et le portage ne signifie pas maladie. Oui.
peut y avoir Oui, des c'est ça aussi. vaccins, Ils il peuvent peut y être avoir- vecteurs sans qu'il y ait de maladie déclarée. Après, le cas de fourmi, c'est sur la fourmi d'Argentine qui a quasiment disparu de Nouvelle-Zélande, probablement à cause du virus des ailes déformées de l'abeille. Donc, elle a attrapé une maladie d'abeille.